Une personne demande si les réunions d'études peuvent être considérées des réunions de prière. Oui, cela dépend de chacun, de l'attitude avec laquelle il est ici, comme aussi dépend de qui coordonne l'étude. Ce qui coordonne l'étude, en réalité, il fait un travail de catalysation de toutes les attentions de ces personnes. L'étude, le thème ou le livre, ce que soit, qui est l'objet de l'étude, cela est un prétexte pour que les attentions des personnes soient concentrées sur cela. L'étude commence, le thème commence à être développé, on commence à écouter un enregistrement, cela attire l'attention des personnes. Quand le coordinateur perçoit qu'ils sont tous attentifs, qu'il se passe une tension concentrée, c'est le moment d'élever le groupe. Quand ils ne sont pas attentifs, quand ils ne sont pas concentrés, ils font une étude intellectuelle, une étude mentale commune. Maintenant, le coordinateur est là, attentif à la concentration. Il doit être très concentré, il doit être attentif pour voir quand le groupe arrive à cette concentration parfaite. Quand tous sont parfaitement attentifs à ce qu'on parle, et quand il se passe ce moment de totale attention, quand le coordinateur sent que cela est réuni, alors le coordinateur, lui, s'élève. Il élève sa pensée, sa conscience, il fait intérieurement un mouvement en vertical. Et là, tout s'élève. C'est cela qui doit se passer dans un groupe d'études, dans une réunion d'études. Mais les personnes qui perçoivent cela, alors vous pouvez collaborer avec cela. Collaborer quand vous êtes conscient de ces mouvements et vous, consciemment, vous vivez ces mouvements. Là, vous attirez les autres pour cette élévation. Une personne a rêvé qu'elle lavait un plat avec une éponge sur un robinet ouvert. Et chaque fois qu'elle passait l'éponge sur le plat, il y avait plus de restes d'aliments qui apparaissaient sur le plat. Et ensuite, il a continué à laver, non ? Il apparaissait plus de restes. Il commençait à apparaître des fils qui paraissaient petits, comme des petits vers. Ce rêve montre un champ de purification qui est présenté à l'individu. Lui, qui travaille dans sa purification, il sait que quand il va se purifier, vont surgir d'autres choses pour être purifié, parce qu'il ne vient pas tout en une fois. Dans le travail de purification, dans ce rêve, il est représenté par un plat sale, d'aliments, mais il avait un plat bien différent de nous purifier. Parce que quand vous lavez le plat, vous enlevez l'aliment, et là, le plat est propre. Et quand vous commencez à vous purifier, ce n'est pas comme cela. Ne vient pas tout d'une fois pour vous purifier. Vous passez l'éponge sur le plat, vous l'enlevez cela, et quand vous regardez, il est arrivé un autre, parce que cela vient graduellement. Non tout d'une fois, parce que vous ne serez pas capable de laver tout d'une fois. Et quand on travaille dans la purification, et apparaît de nouvelles choses, c'est un signal que la purification se passe, que vous êtes réellement retiré des résidus de là, parce que c'est seulement en enlevant des résidus que peuvent venir d'autres. Parce que si vous n'enlevez pas certains résidus, d'autres restent dans le subconscient, ne viennent pas à la conscience pour laver. Donc ceux qui sont dans le travail de purification
comme celui qui a rêvé cela, ne doit pas se surprendre si quand il se travaille, plus émergent des choses pour qu'il se travaille. Ce sont les choses qu'il est conscient de celles-ci, et cela veut dire qu'il se travaille réellement. Parce que s'il ne se travaille pas réellement, il n'apparaîtrait pas d'autre chose. Une personne demande si c'est la différence comportementale entre les êtres humains, elle dépend d'hormones et de culture, ou aussi si elle dépend d'autres facteurs. Bien, hormones et culture est ce qui influe le moins, il paraît. Mais la polarité de l'être, la polarité masculine ou féminine, cela détermine beaucoup le comportement de la personne. Cette polarité masculine et cette polarité féminine est très différente dans l'individu. Si ces polarités n'ont pas encore commencé à s'équilibrer, alors s'il est masculin ou s'il est féminin, avec peu d'équilibre entre ces deux polarités, ces attractions et ces répulsions sont très fortes. Cela ne dépend pas de culture ou d'hormones, non. Si vous avez une attraction-répulsion très forte, c'est parce que ces deux polarités sont très nettes, non? Ils n'ont pas encore commencé à s'équilibrer. Et pour que la conscience de l'individu est encore dans un niveau matériel, alors il sent des grandes attractions, des grandes répulsions, ou des grandes sympathies et grandes antipathies. Cela veut dire que sa conscience est bien dans le niveau de la matière et que les polarités sont très différentes. Maintenant, quand ces polarités commencent à s'équilibrer, commencent à agir ensemble, commencent à se mélanger, alors l'individu commence à être harmonieux. Son comportement va être harmonieux. Il va devenir un individu harmonieux à la mesure que ces polarités vont s'équilibrer et vont se complémenter. Et ces individus sont ceux qui ne comprennent pas les choses ou n'acceptent pas les choses seulement d'un point de vue matériel, mais commencent à recevoir d'autres intérêts, commencent à avoir d'autres intérêts pour les choses. Cela veut dire que les polarités commencent à se synthétiser. Maintenant, il existe des comportements très spéciaux qui sont ces tempéraments qui sont neutres. L'individu commence à exprimer neutralité devant les situations, devant les personnes. L'individu est neutre. Cela veut dire que les polarités commencent à s'unir. Elles se synthétisent. Donc si l'individu a des réactions devant un autre, ou si l'individu n'est pas neutre devant quelque chose qui se passe, c'est parce que ces polarités ne se sont pas encore unies. Elles ne sont pas encore synthétisées. Ce sont ces polarités qui déterminent notre comportement et non d'autres traits qui sont superficiels. Donc on a besoin de voir quelle polarité est le corps de l'individu, quelle polarité est l'âme de l'individu, que le corps peut être dans une polarité, l'âme peut être dans une autre, où ces polarités peuvent coïncider. Si ces polarités coïncident, le comportement de cet individu est très différent que le comportement d'un individu qui est homme dans le physique, femme dans l'âme, homme dans la monade
ce comportement est bien différent de qui manifeste la même polarité dans ces trois niveaux. Et pendant que nous agissons, pendant que nous maintenons notre conscience dans le niveau matériel, pendant que notre conscience est dans le niveau physique, émotionnel et au niveau mental, nous allons toujours manifester dualité, des polarités. Ou nous sommes une chose ou une autre, ou maintenant nous sommes une chose, après nous sommes autre chose, comme réaction, comportement. Cela veut dire que notre attention, notre focalisation, que notre conscience est restricte au niveau physique, émotionnel et mental. Quand notre conscience, notre polarisation commence à monter pour le niveau intuitif, quand je commence à déconfier de ce que je pense et chercher un autre type de pensée, c'est dans le niveau intuitif, un autre mode d'être et de penser. Quand mon attention est dans cela, quand je cherche une intuition, là, cela va aider à nos polarités à s'équilibrer. Cela est mutuel. Notre comportement est déterminé par les polarités. Et nous aussi, nous collaborons pour que ces polarités se comportent d'une forme ou d'une autre. Donc si nous restons toujours dans le plan rationnel, si nous restons toujours restreints à notre pensée, nous allons être hommes ou femmes bien séparés, une chose de l'autre. Cela ne va pas commencer à s'unir. Maintenant, si nous commençons à faire silence dans cette pensée, nous ouvrir pour l'intuition, ces polarités commencent à s'équilibrer. Et là, vous n'avez plus ce comportement, ces réactions seulement ostentives ou réceptives. Et vous commencez à équilibrer cela. Et pour arriver à une neutralité, pour arriver à être neutre, ni masculin ou féminin, être neutre, avoir cela parfaitement équilibré et résolu, il est nécessaire que votre conscience, détermination, que votre focalisation soit dans la monade, dans le moi plus profond. C'est un travail graduel qui influe beaucoup notre mentalité, qui influence notre comportement, mais nous pouvons collaborer pour avoir un comportement chaque fois plus neutre et chaque fois plus équilibré si on comprend ce mécanisme et si on place notre attention dans notre niveau. Maintenir notre attention dans l'émotionnel et le mental, dans les déductions, dans le raisonnement, les réflexions, et maintenir la dualité masculin et féminin. Si on commence à renoncer à cela et entrer dans une recherche intuitive, comment un équilibre qui va terminer dans une neutralité. Et ces deux polarités ne déterminent plus rien. Même pour une âme incarnée, si on est déjà arrivé à une certaine neutralité, cette âme peut incarner dans un corps masculin ou incarner dans un corps féminin. Cela n'influence pas ce qu'elle vient faire comme âme. Alors, si cela n'est pas encore équilibré, si cela n'est pas encore fusionné, pour une âme, ça peut être très important d'être dans un corps masculin ou dans un corps féminin. Cela est déjà une limitation pour l'âme. Elle doit être dans un corps féminin ou elle doit être dans un corps masculin. C'est une âme limitée, non, à une condition d'un corps. Mais si ces polarités sont déjà résolues, si ces polarités sont unies, ce n'a pas d'importance un corps ou un autre pour cette âme, parce que son travail est le même. Et la polarité du corps n'influence pas son travail, ne détermine pas certaines choses
certaines nuances, certaines caractéristiques pour son travail. Bien sûr que pour une âme qui vient travailler sur la terre, pour une âme qui vient incarner en service, ce serait important qu'elle ait déjà ces polarités résolues en elle, qu'elle ait déjà uni ces polarités, ou qu'elle compte comme une certaine neutralité. Parce que là, ça ne fait pas de différence, aucune différence, le sexe du corps physique dans lequel elle incarne. Et cela est une grande facilitation. Une personne dit qu'il y a quelque chose qu'il ne fait pas et qu'il donne une sensation de beaucoup d'insatisfaction, comme s'il ne faisait pas une chose qu'il devrait faire. Cela est ce que l'on sent en principe, mais réellement, ça ne veut pas dire ce que l'on doit faire, mais ce que l'on doit être. Si on cherche ce que l'on doit faire, on va trouver là beaucoup de pièges. Ce n'est pas un chemin garanti. Maintenant, si vous cherchez à être ce que vous êtes, là vous allez faire la chose correcte. Mais si vous n'êtes pas ce que vous devez être, vous pouvez faire plein de choses et ça peut être tout faux, non? Tout hors du lieu. Non? Cette sensation de ne pas faire ce que l'on doit, cela indique que l'individu doit chercher à être ce qu'il est. Il doit chercher son être intérieur et non penser à ce qu'il doit faire. Mais il doit penser à son être intérieur pour que son être intérieur émerge, surgisse en faisant quelque chose, réalisant quelque chose, et cela va être correct. Si on cherche que quoi faire, nous allons faire ce que tout le monde fait. Et à l'heure de la mort, nous disons, qu'est-ce que je viens faire ici? J'ai fait tant et qu'est-ce que je suis venu faire? Jusqu'à là, il n'a pas compris ce qu'il est venu faire. Maintenant, si l'individu cherche à être ce qu'il est, s'il cherche ce qu'il est, ce qu'il va faire est une conséquence de son être intérieur. Et alors, personne n'a un doute de ce qu'il fait. Personne ne doute qu'il fait correctement. Parce que réellement, il ne fait pas, il est. Et ce qui est à l'intérieur commence à manifester quelque chose. Et vous n'avez aucun doute là sur ce qui est. Si nous cherchons à être, nous ne sommes pas préoccupés par faire, parce que faire est une conséquence. Si on cherche à être, beaucoup de transformations vont se passer en nous. Vont se passer réellement des transformations. Il ne se passe aucune transformation réelle à travers ce que l'on fait. Mais c'est à travers de ce que l'on est que vient la transformation. Et ce que l'on fait va s'améliorer en qualité, va avoir une autre qualité. Et quand son action est un reflet de ce que vous êtes réellement, quand cela est un reflet de son moi intérieur, les possibilités de service augmentent et ne se limitent pas au plan matériel. Si vous faites une action seulement, qui n'est pas réellement une projection, une émanation de son être intérieur, son action est matérielle, son action est externe. Elle peut être bien utile, ça peut être une bonne action positive, mais externe. Elle ne porte pas de profonde transformation. Elle ne produit pas des changements profonds dans l'être. On a besoin que cette action soit à partir de ce que vous êtes réellement pour que cela puisse réellement influer, pour que cela puisse réellement porter des transformations. Et notre action, notre faire correct, cela, si nous faisons réellement la chose d'une forme correcte, ce qui correspond à l'être intérieur en un moment donné, ce qui doit être dans un moment donné,
Cette action a une énergie guérisseuse. Cette action a une énergie de guérison. Quand vous cheminez, quand vous agissez, vous n'êtes pas seulement faisant friction ou seulement agissant, mais dans ces mouvements, dans ces actions, dans ces actes, dans ce qui est fait, cela n'est pas seulement friction ou aux situations, cela a une énergie de guérison. Cela rayonne quelque chose de transformateur, guérison. Cela rayonne clarté pour qui observe, pour qui est en contact. Donc vous faites un travail, vous faites une tâche, cela peut être un fait physique, un fait matériel. Vous pouvez produire quelque chose, mais il n'y a pas de choses qui en même temps transforment, en même temps guérissent tout ce qui est en tout ce qui est en contact. Donc si vous lavez un plat, cela peut être le lavage d'un plat, mais aussi cela peut être aussi une situation de guérison avec vous-même, avec tous ceux qui sont touchés par cette action, tous ceux qui sont dans le rayon de cette action, tous ceux qui sont implicites dans cette action. Cela est la différence entre faire une chose pour faire matériellement ou même avec discipline et les choses que l'on fait réellement émaner de l'être intérieur, de ce que on est. Parce que quand c'est une action matérielle, quand c'est une action physique, personnelle seulement, cela peut peut-être construire. Mais pour guérir, pour transformer, on a besoin de l'autre chose. On a besoin que ce soit quelque chose qui correspond à ce que l'être intérieur est réellement en ce moment. C'est quand nous passons par ce changement, c'est quand ce que nous faisons change de qualité de cette forme, c'est là que nous commençons à avoir contact avec la hiérarchie, dans le sens d'avoir des tâches qui font partie des plans de la hiérarchie. Pendant que nous agissons même d'une façon efficace ou très intelligente, nous pouvons faire des choses bien bénéfiques aussi. Mais cela n'a pas une négation, ne fait pas partie d'un travail hiérarchique. Cela fait partie d'un travail qui est la structure du plan évolutif. Pour cela, on a besoin que notre mouvement, notre action, que notre force, que tout cela soit réellement une projection de l'être intérieur pour que notre travail entre dans l'espace de la hiérarchie. Nous allons alors trouver des tâches évolutives, des tâches qui ne sont pas en relation seulement à nos nécessités ou en relation aux nécessités immédiates d'un groupe ou d'un moment, mais en relation à un plan évolutif. C'est là que notre travail, que le travail qui est fait par nous, va entrer dans une autre dimension, va entrer dans un autre environnement. C'est très important, cette recherche intérieure. C'est très important que nous allons commencer à percevoir la différence entre agir personnellement, agir mécaniquement, agir avec nos forces, notre habileté, avec notre intelligence, avec nos mouvements, et agir de notre forme. C'est très important de percevoir cette différence. Et durant l'action, on perçoit cela. Durant l'action, on perçoit la différence entre une chose et une autre. Parce que là, beaucoup d'êtres vont être bénéficiés par notre travail. Et non seulement dans le plan physique. Je peux laver un plat, et bien sûr que le plat propre va servir pour notre personne. Mais mon acte de laver un plat peut aller bien au-delà de cela. Je peux laisser dans ce plat un certain magnétisme, je peux laisser dans ce plat une certaine vibration.
Et l'acte de laver un plat peut rayonner guérison et stimulation. Je ne lave pas seulement un plat, je prépare une situation pour qu'une autre personne reçoive, l'autre personne qui va prendre le plat. Alors notre travail, notre service peut être un travail physique, un travail efficace, matériel, mais peut inclure tout cela. Et ce travail qui inclut tout cela, c'est un travail que, en utilisant un certain thème, divinise la vie. Je peux faire les mêmes choses que tous font, mais je peux diviniser la vie. Je peux transformer la vie. Et cela est l'énergie qui flue à travers ce que je fais. C'est l'action de mon être intérieur qui se passe là. Enfin, nous devons avoir une intention de vivre ainsi, d'agir ainsi. Nous avons besoin d'avoir cette intention. Mais le principe est où est polariser notre intention? Où est polariser notre énergie? Si c'est dans le physique, émotionnel ou mental, cela se passe d'une certaine forme. Et si notre énergie, intention est polarisée au-delà, il commence à se passer autre chose là, ici. Donc, ce n'est pas notre mode de faire seulement qu'est la chose. C'est dans ce où vous êtes polarisé en ce moment. Où êtes-vous connecté? Dans quel niveau êtes-vous connecté en ce moment? Cela change complètement son action. Ici, il y a une conférence en relation au chemin bref. Travail du chemin bref. Quelques-uns qui font le chemin bref reconnaissent que l'expérience leur porte un rythme ordonné dans sa participation durant le travail. Les personnes vont être ordonnées, bien harmonieuses dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils se movimentent, comment ils prennent les outils, comment ils lavent les plats, comment ils travaillent. Et ils perçoivent que là, ils vont faire un travail d'ordre en soi-même. Cela est observé. Comme si cela, implanté comme cela, parce que c'est quelque chose qui est bien implanté, ce que nous appelons un chemin bref implanté, une activité ordonnée, disciplinée, comme si c'était un rituel, comme si c'était une cérémonie où la personne entre pendant 24 heures. Ce sont 24 heures que nous vivons dans un certain ordre, dans une certaine discipline proposée, comme si cela était une cérémonie, comme si c'était un rituel tout le temps. Cette personne qui écrit cela, elle voit la nécessité du groupe être stable à Figueira, être mélangé avec d'autres personnes dans le chemin bref. Maintenant, le propos est qu'entre ceux qui font le chemin bref, il y ait des personnes du groupe stable inclus. L'ordre et la discipline, le cérémonie sont déjà bien installés. Donc ce mélange de personnes de passage et de personnes du groupe stable, cela peut donner au travail une autre envergure, peut donner au travail une autre énergie, une énergie plus libre, moins conditionnée à certaines choses que parfois sont très propres d'ici et que dans le travail du chemin bref peut se répandre, s'universaliser un peu plus, sortir de certains schémas. Et selon cette personne, il n'y a plus de nécessité de nous réunir un groupe plus préparé pour arriver à un résultat d'ordre, de cérémonie. Mais
même avec des personnes qui viennent là, qui doivent s'adapter un peu, qui doivent être un peu plus attentifs, même ainsi, il se passe le travail d'une façon très forte. Et les membres du groupe stable, si parfois ils répètent cette expérience, parce que le chemin bref, on le fait d'une forme chaque fois plus parfaite. Cela n'a pas besoin d'être une seule fois et plus jamais. Mais à la mesure que nous allons évoluer dans l'ordre et dans la discipline, dans la capacité de maintenir un rituel, nous devrions faire le chemin bref pour collaborer avec ce groupe qui est là, pour collaborer, pour aider à ce moment du chemin bref. S'il existe cette idée, s'il existe cette intention de servir le chemin bref, les gens qui vont là vont faire cela parce que c'est déjà avec un certain rythme, avec un certain ordre naturel en soi. Cela va élever encore plus la valeur de ce travail. Parce que maintenant, c'est dans un point de réalisation assez correct, assez bon. Mais si ceux qui ont déjà fait bien ne reviennent pas pour faire mieux, pour faire un travail plus profond sur soi-même, pour arriver à un ordre, une discipline, un rituel plus parfait, plus simple, plus naturel, si ces personnes ne reviennent pas pour maintenir cela là, le travail du chemin bref restera dans le niveau où il est. Cela a été très bien observé, parce que le chemin bref jusqu'à maintenant a évolué parce que les personnes sont entrées dans ce rythme, cela a évolué, mais c'est arrivé à un point où maintenant les personnes qui réalisent déjà le chemin bref doivent être là au milieu, réalisant. C'est pour monter de ce niveau moyen. Là, il peut y avoir un camino bref beaucoup plus concis, beaucoup plus silencieux intérieurement. Mais cela est une autre étape du travail. C'est une autre phase du travail. Parce que le travail n'est pas terminé. Le maximum que le chemin bref peut atteindre n'est pas ce qui se passe là. Ce qui se passe là est un bon niveau du travail. Mais n'a pas besoin de rester fixe là. Cela peut évoluer. Cela peut évoluer dans le sens suivant, par exemple, que les personnes commencent à sentir pour l'énergie du chemin, non, du chemin bref, de l'énergie du groupe, de l'espace, du rituel non, qui s'établit là. Les personnes commencent à sentir dans ces 24 heures, par exemple, qu'il n'existe pas de différence entre ce qu'elles vivent extérieurement et ce qu'elles vivent intérieurement. Cela, c'est une expérience que personne n'a fait encore. Et là, personne n'a fait, non, que l'on sache, l'expérience dans le sommeil, être conscient de la réalité externe. Et dans la réalité externe, être conscient que l'on vit une chose intérieure en même temps. Personne n'a partagé cela jusqu'à présent. Et cela est une expérience et une force qui caractérise ce travail. Le chemin bref, ce n'est pas faire seulement les choses externes d'une façon ordonnée et ritualiste. Cela évolue pour qu'il n'y ait pas de différence entre les rythmes externes et le rythme intérieur pour l'individu, pour qu'il sente les deux rythmes en même temps. Pour cela, on a besoin que les personnes qui font le chemin bref bien fait vont faire avec les autres pour élever cette qualité, élever ce niveau qui est déjà bon, dit par ceux qui sortent de là. Mais là, il y a un chemin à parcourir. Ce n'est pas seulement ce qui se passe là. Ce qui se passe là, qui est le rythme externe, ce qui se passe là doit être perçu en même temps avec ce qui se passe intérieurement. Cela doit s'unir, ces rythmes. Et à chaque fois que nous allons faire ce travail, cela va s'unir chaque fois plus. Cela ne se passe pas en une seule fois. Nous avons là
non seulement un travail pour faire, pour changer d'état, de point, d'énergie et revenir. Cela est un travail qui va pas avoir une continuité. Cela est une école pour notre capacité de vivre un rythme. Cela est une école. Et chaque fois que nous allons faire ce travail, si nous trouvons là un environnement chaque fois plus perfectionné, si nous trouvons là un mécanisme extérieur chaque fois plus perfectionné, nous allons commencer à sentir cette union. Notre rythme intérieur avec notre rythme extérieur. Nous allons commencer à unir cela. Cela serait la nouvelle étape du chemin bref, qui ne s'est pas encore passée. Cela commencera à se passer là avec les personnes, bien simplement. Mais qui participe est déjà avec un certain alignement, déjà avec une certaine connexion faite. Donc il va élever le niveau vibratoire du chemin bref. Le chemin bref, au-delà de produire ordre, discipline dans l'individu, il va produire cette union, cette unification de l'ordre externe avec l'ordre interne. Cela doit être rigoureusement ordonné. S'il y a un plat plus ou moins propre, s'il y a un tapis un peu tordu sur le sol, ce n'est pas la même chose. S'il y a un verre un peu sale, ce n'est pas la même chose. On va entrer dans cette seconde étape qui n'est pas une chose matérielle. Mais on commence à sentir cette rencontre du chemin bref externe avec notre rythme intérieur, avec notre rituel intérieur. Et là, dans les dormitoires, à l'heure du sommeil, cela est beaucoup aidé par la propre conformation de la maison, par la propre énergie qui circule dans la maison, dans ce lieu. Comme vous avez noté, là, il n'y a pas d'air vicié dans les chambres parce que les murs ne vont pas jusqu'au toit. Et donc le sommeil entre dans un sommeil groupal, un sommeil collectif. Il existe un sommeil qui est nous, il existe un sommeil groupal. Notre sommeil entre dans le sommeil de l'autre. C'est notre type de sommeil. Nous pouvons dormir dans un certain niveau, et dans un autre niveau, nous pouvons dormir en groupe. Nous pouvons être dans un sommeil en groupe. Tout cela est pour ce qui se passe là. Et pour cela, besoin que celui qui a déjà fait ça bien le refasse en service pour construire cela. Parce que si cela n'est pas construit dans l'individu, si le processus de l'individu ne se passe pas cela, il se passe le chemin bref, oui, mais c'est autre chose. C'est une espèce de préparation pour cela. Et voyez, si quelqu'un font déjà ce rythme externe avec interne, et l'harmonie de l'horaire et l'énergie avec eux, tout se fait, facilite pour que ces deux rythmes s'unissent. Et s'il a quelqu'un qui réalise déjà cela, qui fait déjà le chemin bref dans ces conditions, cela va être une impulsion, une stimulation très grande pour ceux qui viennent pour la première fois. Ceux qui viennent pour la première fois vont déjà entrer dans un rythme, dans une aura qui compte avec un principe de cette connexion. Enfin, au-delà de vivre une expérience d'ordre de discipline, de rituel comme nous vivons, nous pouvons vivre cela d'une forme amplifiée. Nous pouvons vivre en même temps de vivre notre expérience extérieure et notre expérience intérieure. Vous êtes donc invités à participer de cela et à développer cela. C'est quand ces choses commencent à s'unir et quand notre ordre, notre discipline, notre rythme s'unit avec notre rythme intérieur, c'est là que nous allons commencer à percevoir les groupes intérieurs.
Alors, quand le chemin bref, bien fait, est déjà une introduction à un chemin de reconnaître et d'être uni aux groupes intérieurs. Mais le chemin bref, perfectionné, le chemin bref amplifié, bien ajusté à notre processus intérieur, cela est un chemin pour commencer à reconnaître les groupes intérieurs, pour commencer à participer de quelques travaux intérieurs.